à toutes et à tous. Bénéficiant d'un statut prioritaire pendant la période de rationnement et n'ayant à supporter qu'une hausse raisonnable du prix du gasoil, la plupart des exploitants agricoles choisiront de maintenir leurs pratiques intensives jusqu'en 2040. Quoique, ils abandonneront toutefois les façons culturelles réclamant énormément de puissance, les labours profonds, les remembrements, et réduiront sensiblement l'usage des engrais et des produits phytosanitaires dérivés du pétrole et des gaz. Un nombre restreint d'entre eux, conscients que l'échéance annoncée de 2050, fin de la grande conférence et du calendrier pétrolier, conscients que cette échéance marquerait la fin de l'agriculture et de l'élevage industriel, beaucoup choisiront d'anticiper les événements et entameront une reconversion de leur mode d'exploitation en réintroduisant progressivement la traction animale et la fertilisation organique. Dans le même temps, les autorités, qui seront restées, elles, croissancistes, tenteront d'appliquer un plan Diester dans les campagnes. Un plan Diester basé sur l'idée de faire rouler les automobiles à l'électricité nucléaire et qui se déclinerait de la sorte dans les champs, avec le projet de faire marcher les tracteurs au biodiesel, carburant élaboré à partir d'oléagineux, colza, tournesol, de céréales, blé, orge ou même de plantes fourragères comme les betteraves. Ainsi qu'un financement substantiel sera consacré à la construction d'une multitude de petites unités de transformation, souvent couplées avec les coopératives de collecte, unités chargées de convertir une partie des récoltes en biocarburant. Le diester ainsi produit et utilisé en mélange avec le fioul pétrolier sera subventionné par l'État afin que son prix de vente ne dépasse pas celui du fioul. Pour ce faire, il sera décidé que le producteur percevra une rémunération de son apport en biomasse au cours du jour, indépendamment de ses achats en biocarburant. De ce fait, l'État, prenant en charge les coûts de construction, d'entretien et de fonctionnement de l'usine rurale, et, d'un autre côté, l'agriculteur recevant un paiement pour sa récolte, le diester ne sera pas supposé constituer pour l'agriculteur un renchérissement de son énergie motrice, dans un premier temps. Mais ce système sera néanmoins abandonné par la force des choses après la dérégulation des prix du pétrole-gaz à partir de 2050 et la fin de l'échéancier de la grande conférence. Nous avons vu cela au début des chroniques. Et alors, livrées à la dure loi de la transparence comptable, les stations de diester devront faire payer à son juste prix le produit transformé, notamment en y imputant les coûts de fonctionnement et ceux de la matière première. Et alors, le différentiel de rentabilité avec la force motrice animale se retournera en sens inverse en faveur de cette dernière, la force animale. Et c'est ainsi que le monde agricole découvrira avec stupeur que le coût du kilowattheure cheval, c'est-à-dire le produit de la récolte de la surface de terre cultivable nécessaire à l'alimentation d'un équidé divisé par la puissance du même animal, sera en réalité devenu inférieur au coût du kilowattheure diester, c'est-à-dire de la somme des coûts nécessaires à la production d'une quantité de diester dégageant 1 kWh. En termes clairs, à partir de 2050, la traction animale commencera à devenir plus rentable économiquement que la traction motorisée au diester. Et l'agriculture amorcera alors un virage à 180 degrés qui la ramènera progressivement vers des techniques et des méthodes datant d'avant la révolution industrielle, dont, par ailleurs, techniques et méthodes, dont la connaissance devra être exhumée de la mémoire collective afin qu'elle puisse
être à nouveau appliqué avec toute l'efficacité nécessaire. Le concept du bio fera également long feu, parce qu'en ce début du XXIe siècle, les environnementalistes distingués, qui voient dans le concept d'agriculture biologique la solution à tous les problèmes créés par l'agriculture industrielle, dépendance en pétrole, pollution, malbouffe, eh bien, ces environnementalistes distingués commettent deux erreurs majeures aujourd'hui, dont l'histoire future nous dira non pas si elles étaient vraies ou fausses, mais si elles étaient volontaires ou non. Première erreur. Ils ont établi un cahier des charges techniques de cette bioagriculture qui ne s'éloigne pas véritablement de celui de l'agriculture industrielle. Nous en avons déjà parlé. Deuxième erreur. Ils prétendent que cette bioagriculture, cette simili-bioagriculture, serait en capacité de produire autant que l'agriculture industrielle, ou tout au moins de générer un volume de qualité nutritive suffisante pour subvenir aux besoins d'une démographie inchangée, voire d'une démographie qui atteindrait 10 milliards d'humains. Eh bien, compte tenu de ces deux erreurs, l'évolution des choses sera bien différente et montrera en premier lieu que la marge de manœuvre de l'activité agricole face à la décroissance énergétique et minérale, cette marge de manœuvre, elle est pratiquement nulle. Elle sera pratiquement nulle. Comme nous l'avons vu dans la première chronique, les rêves d'autonomie de l'homo industrialis vont rapidement être remplacés par la réalité de l'hétéronomie. La réalité de l'hétéronomie va remplacer la rêverie de l'autonomie. C'est ainsi que l'activité agricole aura définitivement perdu son caractère industriel à partir de 2050. Les grandes surfaces les grandes surfaces agricoles subissant un essaimage en exploitation de plus en plus petite, qui seront souvent reprises par des néo-ruraux, d'ailleurs, remigrés depuis les zones urbaines. Cette évolution s'accompagnera d'une relocalisation des productions et d'une reconstitution progressive des ceintures de polyculture-élevage autour des villes, investissant ainsi les espaces pavillonnaires en friche. L'industrie agroalimentaire, quant à elle, déjà confrontée à la disette énergétique réduisant d'autant sa capacité de production, l'industrie agroalimentaire se trouvera concurrencée par le développement rapide des circuits courts et de l'auto-fabrication domestique, conserves et laits fermentés notamment. Aux environs de 2080, tous les grands groupes agroalimentaires auront cessé leur activité, laissant la place à une multitude de petits ateliers artisanaux transformant des produits régionaux à destination d'une clientèle locale. Voici, pour le pronostic numéro 15, l'agriculture industrielle enclenche la marche arrière. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 16e pronostic, la contraction du tertiaire marchand. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.